Bonjour et bienvenue sur la chaîne MathOS dédiée aux mathématiques et à leur enseignement. J'ai récemment mis en ligne sur mon blog MathOS un article qui s'intitule 1001 façons de prouver qu'une famille de vecteurs est libre. Vous pourrez le trouver dans la sous-rubrique Articles de niveau prépa scientifique en dessous de la rubrique Articles de maths. La présente vidéo est étroitement liée à cet article. Nous allons en effet nous intéresser aux applications FK du segment 0 de pi vers R qui à x associe cosinus de kx. Et nous allons démontrer, de plusieurs manières, que pour n'importe quel entier naturel n, la famille composée des fk, pour k compris entre 0 et n, est libre. Ce résultat est important en soi, mais l'intérêt de cet exposé réside surtout dans la diversité des méthodes employées pour l'établir, et nous allons en décrire 4. La première méthode consiste à voir les fonctions fk comme des vecteurs propres pour un certain endomorphisme. La seconde consistera à définir un produit scalaire convenable qui rendra les fk 2 à 2 orthogonales. Pour la troisième, on partira d'une combinaison linéaire nulle des fk et l'on montrera la nullité des coefficients en effectuant des dérivations successives, ce qui fera finalement apparaître un système linéaire très particulier. Enfin, la dernière méthode fera intervenir les célèbres polynômes de Chebyshev de première espèce. Si certains des termes employés ici ne vous sont pas familiers, surtout, pas d'inquiétude. Tout sera détaillé pas à pas. Et maintenant, si vous êtes OK, on peut commencer. Tout d'abord, une définition. Étant donné un K-espace vectoriel grand E, un endomorphisme U, c'est-à-dire une application linéaire de E dans lui-même, ainsi qu'un vecteur x de E, dire que x est un vecteur propre pour U signifie d'une part que x est non nul, et d'autre part qu'il existe un scalaire lambda tel que u de x égale lambda x. Ce lambda est appelé la valeur propre associée à x. Énonçons maintenant un petit théorème. Considérons un K espace vectoriel E, un endomorphisme U et un entier naturel supérieur ou égal à 1. Si x1, etc., xn est une famille de vecteurs propres pour U, associés à des valeurs propres 2 à 2 distinctes, alors cette famille est libre. On peut établir ceci à l'aide d'une récurrence sur le nombre de vecteurs. Pour l'initialisation, qui correspond à n égale 1, c'est facile puisque, par définition, un vecteur propre est non nul, et il constitue donc, à lui seul, une petite famille libre. Passons à l'hérédité, et supposons la propriété établie au rang n pour un certain n supérieur ou égal à 1. Donnons-nous alors n plus un vecteur, x1, etc., xn plus 1, tous propres pour U et associés à des valeurs propres 2 à 2 distinctes. Partons d'une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs et appliquons U. Par linéarité, il vient sigma pour i de 1 à n plus 1 des alpha i lambda i xi égale 0. Ensuite, en retranchant à l'égalité 2 l'égalité précédente préalablement multipliée par lambda indice n plus 1, on élimine le terme final et il reste sigma pour i variant de 1 jusqu'à n de alpha i facteur de lambda i moins lambda n plus 1 xi égale vecteur nul. Maintenant, l'hypothèse de récurrence s'applique et montre que la famille x1 jusqu'à xn est libre. Et donc, pour tout i, entre 1 et n, alpha i facteur de lambda i moins lambda n plus 1 vaut 0. Comme lambda n plus 1 est distinct de toutes les autres valeurs propres, on en déduit que pour tout i entre 1 et n, alpha i vaut 0. Enfin, en reportant ceci dans l'égalité 1, on constate la nullité de alpha indice n plus 1, ce qui termine la démonstration. On peut maintenant présenter notre méthode numéro 1. Lorsqu'on dérive deux fois la fonction cosinus, on trouve son opposé. Il en résulte que pour tout k entier naturel, la dérivée seconde de fk est égale à moins k carré multiplié par fk. Donc, en considérant l'espace vectoriel grand E des applications de classe C infini du segment 0 de pi dans R et l'endomorphisme de double dérivation, on constate que la famille de f0 jusqu'à fn est constituée de vecteurs propres pour cet endomorphisme. Comme les valeurs propres associées sont toutes distinctes, ce sont les opposés des carrés des entiers de 0 à n, on conclut avec le théorème vu plus haut que la famille f0, etc. jusqu'à fn est libre. On
notera au passage qu'on ne pouvait pas parler d'endomorphisme de dérivation en prenant pour grand E l'espace des applications de classe C1, ni même plus généralement de classe CP pour un certain P supérieur ou égal à 1, car ces espaces ne sont pas stables par dérivation. En revanche, l'espace des applications indéfiniment dérivables est évidemment stable par dérivation, ce qui autorise ce choix. Passons maintenant à la méthode numéro 2 et commençons par dire un mot sur les familles orthogonales. Dans un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire, on dit qu'une famille de vecteurs est orthogonale lorsque les vecteurs qui la composent sont 2 à 2 orthogonaux, c'est-à-dire que le produit scalaire de 2 d'entre eux est toujours nul. Il est facile de prouver qu'une telle famille de vecteurs est nécessairement libre, si toutefois on ajoute l'hypothèse que chacun d'eux est non nul. Considérons des vecteurs x1, etc., xn, tous non nuls, 2 à 2 orthogonaux, et soit α1, αn des réels, tels que la somme pour i de 1 à n des alpha i xi soit nulle. En effectuant le produit scalaire de chaque membre de cette égalité par x indice j pour un quelconque indice j compris entre 1 et n, on obtient, par bilinéarité du produit scalaire, que la somme pour i variant de 1 à n de alpha i produit scalaire de xi par xj égale 0. Mais les produits scalaires sont nuls pour tous les indices i et j différents. Il reste donc seulement alpha indice j, norme au carré de xj, égale à 0. Et finalement, alpha j égale 0, puisque xj étant non nul, sa norme est non nulle. Ceci termine la preuve de notre théorème sur l'indépendance linéaire de vecteurs non nuls et 2 à 2 orthogonaux. Et nous sommes maintenant armés pour revenir aux applications FK et montrer par une deuxième méthode qu'elles forment une famille libre. Les FK appartiennent toutes à l'espace grand V des applications continues de 0,2 pi dans R. Et l'on peut de façon très classique munir cet espace d'un produit scalaire en posant pour tout couple Fg, f scalaire g égale l'intégrale de 0 à 2 pi du produit f de t g de t dt. On va maintenant vérifier que pour tout n dans grand N, la famille f0fn est orthogonale. On considère donc deux entiers naturels k et l distincts, et l'on calcule le produit scalaire de fk par fl, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 2 pi de cos kt multiplié par cos lt dt. En utilisant la formule de transformation de produit en somme qui défile en ce moment en bas de l'écran, on voit que le produit scalaire de fk par fl s'écrit 1 demi de l'intégrale de 0 à 2 pi de la somme cosinus k plus lt plus cosinus k moins lt dt. Comme k et l sont des entiers naturels distincts, alors k plus l et k moins l sont non nuls, et cette intégrale se calcule pour donner 1 demi de, entre crochets, sinus k plus lt sur k plus l plus sinus k moins lt sur k moins l, t entre 0 et 2 pi. Et finalement, on obtient 0, puisque la fonction sinus s'annule en tout multiple de pi. Et voilà, on a montré que la famille f0 jusqu'à fn est orthogonale relativement à ce produit scalaire. Et bien entendu, les fk sont toutes non nulles. On peut donc appliquer le théorème précédent et conclure que la famille en question est libre. Passons maintenant à notre troisième méthode. On va partir de la définition et se donner une combinaison linéaire nulle des fk, c'est-à-dire des réels alpha 0, etc. jusqu'à alpha n, tels que pour tout t dans le segment 0 de pi, on est somme pour k de 0 à n et alpha k cosinus kt égale à 0. Alors on pourrait penser à donner à t des valeurs bien choisies, ce qui est licite puisque cette égalité est valable pour tout t dans 0 de pi, mais on voit bien qu'à part 0 et peut-être quelques fractions simples de pi, on ne pourra pas aller bien loin dans cette direction. Donc non. Une meilleure idée consiste à dériver cette égalité 2 fois, 4 fois, 6 fois, etc. Et après 2q dérivations, on obtient pour tout t dans 0 de pi la somme pour k de 0 à n de alpha k, k puissance de q, cosinus kt égale 0. Et donc, en évaluant en t égale 0, on obtient l'égalité suivante, somme pour k variant de 0 jusqu'à n de alpha k, k puissance de q égale 0.
Si l'on écrit cette dernière égalité pour q égale 0, q égale 1, etc., et finalement q égale n, on obtient un système linéaire et homogène, et ce système s'écrit en notation matricielle sous la forme mx égale 0, avec grand M qui est la matrice carrée que voilà, et grand X qui est la colonne des coefficients alpha 0, alpha 1, etc. jusqu'à alpha n. Alors regardons un peu cette matrice. Pour calculer son déterminant, on développe naturellement par rapport à la première colonne. On tombe aussitôt sur un déterminant de taille n que l'on peut factoriser en invoquant la multilinéarité par rapport aux colonnes. On met en facteur 1 au carré dans la première colonne, 2 au carré dans la seconde, 3 au carré dans la troisième, et ainsi de suite. Et finalement, ce déterminant de taille n est égal au produit du carré de la factorielle de n par un déterminant de Vandermonde attaché aux nombres 1, 4, 9, etc. jusqu'à n carré, c'est-à-dire des nombres tous distincts. Bref, le déterminant de m n'est pas nul, et donc m est inversible, et il en résulte aussitôt que les coefficients alpha k sont tous nuls. La famille f0fn est donc bien libre, et ceci met un point final à notre troisième méthode. Avant de présenter la quatrième et dernière méthode, il va nous falloir expliquer ce que sont les polynômes de Chebyshev de première espèce. Quiconque a fait un peu de trigonométrie connaît certainement la formule suivante, valable pour tout état réel. Le cosinus de 2θ est égal à 2 fois cosinus carré θ moins 1. C'est la célèbre formule de duplication du cosinus. Un peu moins célèbre, mais probablement connue elle aussi, voici la formule de développement de cosinus 3θ. Cosinus 3θ qui vaut 4 cosinus cube θ moins 3 cosinus θ. Il est facile de la démontrer en appliquant la formule d'addition du cosinus, qui apparaît en bas de l'écran. On commence par écrire que cosinus 3θ est égal à cosinus de 2θ plus θ, et donc avec cette formule d'addition, on obtient cosinus de 2θ multiplié par cosinus θ, moins sinus de 2θ multiplié par sinus θ. On remplace alors le cosinus de 2θ par 2 cos carré θ moins 1, le sinus de 2θ par 2 sinus θ cosinus θ, et on fait aussi intervenir l'identité fondamentale cos carré θ plus sinus carré θ égale 1, et on obtient le résultat annoncé. Je vous laisse le soin de rédiger ça si vous voulez, c'est un calcul assez facile. Maintenant, plus généralement, et c'est ça qui est remarquable, l'expression cos nθ est polynomiale en cosinus θ, et ceci quel que soit n. Et voici le détail de ce résultat. On commence par cette égalité qui découle immédiatement de la formule du binôme. Et on va extraire la partie réelle de chaque membre. Alors au membre de gauche, il va nous rester cosinus nθ, et au membre de droite, seuls les termes d'indice pair survivent à l'opération, puisque i puissance k est imaginaire pur lorsque k est impair, et réel lorsque k est pair. Afin de se débarrasser des sinus, on va remplacer chaque occurrence de sinus carré θ par 1 moins cosinus carré θ, ce qui va nous donner cosinus nθ sous la forme d'une somme un peu compliquée, la somme indexée par tous les entiers p tels que 2p soit compris entre 0 et n, de 2p parmi n, moins 1 puissance p, cosinus puissance n moins 2p θ, que multiplie encore la puissance pim de 1 moins cos carré θ. C'est un peu compliqué, mais une chose est certaine, c'est bien polynomial en cosinus θ. Si l'on pose d'ailleurs Tn, le polynôme qui est encadré à gauche, eh bien on voit que cosinus nθ est égal à Tn de cosinus θ. Donc on a bien démontré le résultat voulu, et ce Tn s'appelle le nème polynôme de Chebyshev de première espèce. Alors manifestement c'est un polynôme à coefficient entier, comme la formule l'indique, et certainement de degré inférieur ou égal à n, mais plus précisément de degré exactement n, puisque si l'on regarde le coefficient de x puissance n dans l'expression développée de Tn, on se rend compte assez facilement qu'il est égal à la somme des 2p parmi n, et ça c'est un résultat classique, ça fait 2 puissance n-1 pour n naturel non nul, en tout cas ça ne fait pas 0.
et donc ça prouve bien que le degré de Tn est égal à n. Voilà, nous sommes maintenant à pied d'œuvre pour aborder notre quatrième et dernière méthode. Alors, on repart de la définition. On se donne des réels alpha 0, etc., alpha n, tels que pour tout t dans 0 de pi, la somme des alpha k cosinus kt soit nulle. Et compte tenu de ce qui précède, cette condition prend la forme somme pour k de 0 à n des alpha k tk de cosinus t égale 0, où tk est bien sûr le kème polynôme de Tchebychev de première espèce. Lorsque t parcourt 0 de pi, son cosinus parcourt moins 1, 1. Et donc une formulation équivalente est que pour tout x dans moins 1, 1, la somme des alpha k tk de x est nulle. Autrement dit, le polynôme sigma des alpha k tk s'annule en tout point du segment moins 1, 1. Mais on sait que le seul polynôme possédant une infinité de racines, c'est le polynôme nul. Et donc on peut écrire somme des alpha k tk égale 0. Par ailleurs, comme on a vu que pour tout k, tk est de degré k, on sait que la famille t0 jusqu'à tn est libre, et donc ceci nous entraîne à la conclusion que alpha k égale 0 pour tout k de 0 à n. L'objectif annoncé en début de vidéo est atteint. Nous avons prouvé de 4 manières différentes que pour tout n entier naturel, les fonctions t donne cosinus kt pour k entre 0 et n sont linéairement indépendantes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous invite à faire un tour sur le blog MathOS pour y lire l'article 1001 façons de prouver qu'une famille de vecteurs est libre et aussi pour y découvrir d'autres ressources mathématiques qui pourront éventuellement vous intéresser. Voilà, pensez à m'indiquer en commentaire le ou les thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans une future vidéo. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.